Le changement réel est sur une base individuelle. Autrement dit, un individu ne peut pas en changer un autre. C'est sûr qu'une personne peut communiquer avec une autre pour lui proposer d'apporter des changements ou lui imposer certains comportements, mais il faut que l'autre personne soit partie prenante de ça pour amener un changement. Puis si c'est un changement de comportement puis que ça soit durable, ben, il faut que la personne soit pleinement mobilisée par l'idée du changement ou de la solution qui lui est proposée pour qu'elle y adhère totalement. Autrement dit, ce que je réalise avec le temps, c'est que pour qu'il y ait un changement qui s'opère à un individu par rapport à certains aspects de sa vie, ça peut être sa gestion financière, sa gestion professionnelle, pour que le changement prenne place, là, pour que l'individu soit totalement motivé à changer quelque chose, qu'il soit totalement impliqué, il faut que ça vienne de lui. Et il faut qu'il y ait la vibration pour ça. Si on le prend au niveau occulte, pour qu'un changement s'opère, il faut que l'individu soit mis en vibration de la part de son esprit pour que le changement s'opère. Il faut qu'il soit supporté vibratoirement par son esprit. Donc, il y a un soutien énergétique qui s'opère entre sa partie cosmique puis terrestre pour qu'il y ait un changement à un second niveau. Pas juste en apparence, pas juste superficiel, pas juste temporaire, mais un changement significatif qui s'opère au sein d'un individu. Il y a à quelque part à être soutenu par l'esprit. Il faut que quelque part l'ego s'ajuste à l'intelligence de l'esprit qui va participer à ce moment-là à rehausser son taux vibratoire dans le sens que l'esprit va orienter l'individu vers un changement qui va amener l'ego à s'alléger, se détacher de certaines formes, de certaines rigidités, d'une certaine mécanicité pour l'amener à monter en vibration, à être capable de canaliser éventuellement plus d'énergie. Et souvent, l'ego, il faut qu'il passe par un état de saturation d'une condition donnée lorsqu'elle fonctionne sur le plan psychologique et non pas psychique en relation qu'une communication télépathique avec l'esprit. Donc, tant que l'ego réfléchit puis il vit pas une perception vibratoire à travers le phénomène de l'intériorisation qui lui donne accès à des idées qui sont porteuses d'une vibration se rapportant à un état de vitalité qui l'oriente dans une certaine direction donnée. Donc, tant qu'il ne capte pas ça, ben, à ce moment-là, c'est à travers l'événement puis les chocs de vie que l'ego va être façonné pour connaître certains changements, certaines modifications. Et ça va se vivre d'une manière expérimentale parce que l'individu ne peut pas être mis en vibration consciemment pour entamer un changement dans sa vie, pour initier un changement significatif dans sa vie en fonction d'une perception vibratoire parce que la vibration, il ne la perçoit pas consciemment. Donc, autrement dit, si l'individu ne perçoit pas clairement son esprit, ben, l'esprit passe à travers les événements pour l'amener à changer malgré lui. Parce que souvent, l'ego s'enferme dans des routines, souvent l'ego cherche le confort, la sécurité. Mais pour qu'un ego initie réellement un changement significatif dans sa vie, ça peut être une réorientation de carrière, ensuite un changement au niveau relationnel, un déménagement, changer de ville, ensuite changer d'auto, pourquoi pas, changer sa manière d'être, faire plus d'activité physique, changer son alimentation, etc. Pour qu'un individu initie un changement significatif dans sa vie, ben, il faut qu'il soit initié par son esprit mis en vibration par rapport à lui, qui lui donne un pouvoir, une capacité d'initier quelque chose de nouveau dans sa vie, étant donné qu'il a été initié au préalable intérieurement à amener un changement. Et c'est souvent lorsque l'ego est déconnecté de l'esprit que c'est à travers le signal de la souffrance. Ça peut être une souffrance émotionnelle, une souffrance physique. Donc, qui va faire en sorte que l'ego va amener un changement dans son existence. Souffrance émotionnelle, quelqu'un qui vit trop d'anxiété, qui vit trop de stress, qui expérimente trop de colère, qui connaît en relation avec ça des problèmes de palpitation cardiaque, ben ça, c'est des indicateurs, des signaux qu'à quelque part, il y a quelque chose qui manque d'ajustement. Donc, c'est des éléments sur lesquels l'ego peut s'appuyer pour amener des changements. Donc, l'ego, quand il souffre d'une condition, problème par exemple d'insomnie, il y a un trouble anxieux, ben,
Ça peut l'amener, dans certains cas, à amener des changements dans son existence. Donc, il y a des signaux, mais c'est sûr que les signaux peuvent amener des problèmes de santé temporaires ou permanents. Quelqu'un, par exemple, qui force trop physiquement, il travaille dans la construction, il développe un problème de dos. Puis finalement, ce qui arrive, c'est qu'il y a des entorses lombaires à répétition. Puis son dos ne revient jamais totalement comme avant. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'à quelque part, il peut y avoir des dégâts irréversibles qui peuvent être amenés là, en lien avec des conditions subies sur le plan physique, de stress chronique pendant une très longue période de temps, qui va faire en sorte que la personne ne pourra pas retrouver une bonne condition dorsale ou, par exemple, la personne a des problèmes au tunnel carpien. Ensuite, elle fait des tendinites à répétition, des bursites liées à des tâches physiques répétitives qui vont amener, par exemple, un stress chronique sur des articulations des mains, des coudes, à force de faire des mouvements répétitifs comme, par exemple, utiliser un marteau pour clouer des clous. Il y a toujours une dégradation qui est possible par rapport à laquelle la personne ne peut pas revenir en arrière par la suite, d'où la pertinence d'être à l'écoute des signaux, être à l'écoute de soi en totalité, d'une manière intégrale. Puis quand que je parle d'écoute de soi, c'est écouter le corps physique. Donc, d'ailleurs, il y avait une conférencière qui a développé le concept « Écoute ton corps ». Mais oui, il faut être à l'écoute de son corps physique, mais pas juste ça, c'est-à-dire être à l'écoute aussi de l'esprit en soi, puis les différentes dimensions qui nous composent, comme la dimension intellectuelle, émotionnelle, sexuelle aussi, pour, dans le fond, favoriser un épanouissement intégral. Mais le point par rapport au changement, c'est que souvent un individu peut regarder une société ou même un autre individu, puis voir des déséquilibres, voir des éléments qui amènent des manquements d'ajustement, qui peuvent amener des torts à certaines personnes de nature irréversible. Donc, des choses, on ne peut pas revenir en arrière. Comme par exemple, quelqu'un qui a un problème de santé, qui l'amène à développer un cancer du sein, puis la personne connaît une ablation du sein, elle se fait enlever le sein. Bon, avec l'état de la science actuelle, la personne ne peut pas revenir en arrière. Une fois que le sein est enlevé, il est enlevé, là. Donc, c'est ça. C'est que, dans le fond, les êtres humains peuvent connaître des dommages de nature irréversibles sur le plan physique, sans possibilité de retour en arrière. Et par rapport à ça, c'est sûr que dans un sens, c'est déplorable, mais dans un autre sens, pour certaines personnes, c'est ce qu'ils ont à vivre pour s'assurer d'une condition. Et c'est la même chose pour une collectivité. Une collectivité peut connaître des dommages importants sur le plan économique, sur le plan social, en termes de rapport des membres de la société, et ainsi de suite. Mais il ne peut pas nécessairement avoir d'autres options que de passer à travers des expériences difficiles ou douloureuses pour amener à certaines réalisations qui vont être durables, parce que c'est sûr que si c'est un dommage que la personne ne peut pas neutraliser, puis elle a composé avec le reste de sa vie avec ça par la suite, ce qu'il faut réaliser, c'est qu'à quelque part, le coût à payer pour une réalisation donnée et par rapport à laquelle la personne ne peut pas revenir en arrière, c'est sûr que c'est un coût qui est important. Par contre, ça amène une prise de conscience dans certains cas qui peut être proportionnelle pour amener un changement durable dans la psyché d'un individu. Donc, c'est sûr que l'individu, par exemple, qui connaît un accident d'automobile important, il passe proche de la mort, puis il se ramasse par la suite en chaise roulante pour le reste de sa vie, parce qu'il y a eu une fracture de la moelle épinière, c'est sûr que par la suite, surtout s'il a passé proche de la mort, l'individu peut connaître un phénomène de quête de sens, essayer de comprendre c'est quoi le sens de la vie, pourquoi il a vécu cet événement-là. Et là, à ce moment-là, dans certains cas, connaître un cheminement spirituel qui peut amener la personne à se conscientiser, à s'intérioriser à un niveau beaucoup plus grand qu'elle pouvait le vivre avant de connaître cet accident d'automobile et finalement établir le contact avec l'esprit.
Donc, c'est sûr que dans un monde idéal, ça serait intéressant que la personne puisse connaître le contact avec l'esprit, donc son intériorité, sa petite voix intérieure qui lui parle, sans passer par une expérience aussi douloureuse qui amène des limitations permanentes là, dans la vie d'une personne jusqu'au moment de son décès. Mais dans certains cas, c'est pas possible autrement. Donc, c'est ça qui peut arriver dans certains cas. Et en fait, ce que je veux vous dire par rapport à la question du changement, c'est que on peut regarder une personne de son environnement puis on peut dire ça n'a pas de bon sens. La façon qu'elle gère ses finances, ça marche pas, elle va se ramasser tôt ou tard en faillite. On peut regarder une autre personne, on peut dire, ben là, la façon que la personne gère son couple, il y a trop de chicanes, il y a trop de tensions que le partenaire il devrait se parler d'une manière un peu plus respectueuse. Ça fonctionne pas. Tôt ou tard, il va y avoir une rupture amoureuse qui va s'opérer. Même chose pour l'individu, qu'on la regarde de l'extérieur, il est tout le temps en retard au travail, mais à un moment donné, il va se faire mettre à la porte par l'employeur. On peut voir de l'extérieur certaines problématiques qui nous apparaissent comme étant évidentes, qui pourront porter éventuellement préjudice à un individu, au même titre qu'on peut voir quelqu'un qui a tendance à faire de la vitesse au volant. Donc, dépasser régulièrement les limites de vitesse là, sur la route, ça peut nous dire intérieurement, cette personne-là, à cause d'une impulsion astrale et d'une impulsivité très grande chez elle, à un moment donné, si elle continue à avoir un accident d'automobile, puis elle peut se ramasser en chaise roulante pour le reste de sa vie, en relation avec la perte de la fonction de ses jambes. Donc, ça peut nous dire ça intérieurement. On peut anticiper certaines choses par rapport à des individus de notre environnement, mais le point, c'est pas parce qu'on peut voir certains éléments qui peuvent mal tourner que ça veut dire pour autant qu'on peut en parler à d'autres personnes, puis les gens vont s'ajuster comme en cliquant avec un doigt, avec deux doigts ensemble là, à cela. Non, parce que si l'individu évalue que son comportement lui pose pas de problème concrètement dans sa vie, autrement dit, si quelqu'un, par exemple, de faire de la vitesse, pour lui, ça ne pose pas de problème, parce qu'il n'est pas en chaise roulante, puis etc., ou même chose par rapport à différents comportements, tu sais, quelqu'un, on trouve que la personne mange trop, elle boit trop des boissons énergisantes plusieurs fois par jour, puis là, elle commence à avoir des palpitations cardiaques, donc là, on peut y refléter que ça augure pas nécessairement bien, ou elle dit qu'elle se plaint qu'il y a des problèmes d'insomnie, puis elle prend tout le temps des boissons énergisantes. On peut refléter certains éléments, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pour changer une condition qui apparaît comme étant aberrante pour un individu ou même pour une collectivité, quelqu'un peut regarder une collectivité et dire, ben, toute cette société-là, elle dépense trop d'argent. Le gouvernement endette trop les citoyens par rapport à leur capacité de payer présente à moyen ou à long terme. Donc, à un moment donné, il va y avoir des troubles sociaux en lien avec ça. Quelqu'un peut voir ça avec un recul puis faire une analyse très critique. Mais le point, c'est que tant qu'une situation qu'on perçoit, nous, comme étant un problème, n'est pas perçue par l'individu ou la collectivité concernée, il n'y aura pas de changement qui va s'opérer. Et c'est la raison pour laquelle à un moment donné, je discutais avec une personne qui voulait changer, qui voulait avoir un impact sur une autre personne pour l'amener à modifier son comportement. Et elle était très motivée à vouloir changer une autre personne en croyant faire le bien de sa perspective. Et j'ai dit, ben toi, en agissant ainsi, en voulant changer telle autre personne puis la convaincre de quelque chose, est-ce que, dans le fond, tu as l'impression que l'autre personne que tu veux convaincre, elle veut changer? Parce que toi, si tu veux que quelqu'un change, mais l'autre personne ne veut pas changer, c'est comme quelqu'un qui est dans une chaloupe avec une autre personne, puis c'est elle tout seul qui rame. Qu'est-ce que ça fait une personne qui est seule qui rame dans une chaloupe? La chaloupe tourne en rond, puis ça va nulle part. Il faut que les deux rames égales pour que les deux puissent, dans le fond, amener la chaloupe à se diriger dans une direction précise.
Donc, tant qu'une personne ne perçoit pas un problème, elle ne sera pas intéressée à entendre des conseils, des suggestions de choses à faire. Même chose pour une collectivité. Et souvent, pour qu'il y ait une perception d'un problème, ça prend souffrance. Et ce que j'expliquais à cette personne-là, j'ai dit, t'as bien beau vouloir amener une autre personne à changer, mais tant que la personne ne souffre pas suffisamment de sa condition, elle ne sera pas ouverte à des suggestions de changement. Et c'est le point que je veux dire. Le changement, en réalité, d'un individu ou d'une société, ça vient naturellement lorsqu'un seuil de souffrance est franchi, un cap. Donc, ça se fait naturellement. Donc, quand il y a trop de tension, ben, les gens se mettent en action pour neutraliser la tension. L'exemple que j'aime donner, mais que certains peuvent trouver grossier, j'espère que ça ne sera pas votre cas, là, si vous m'écoutez encore, parce que ça fait quand même un petit bout de temps que je parle, mais c'est un exemple pour moi qui est tellement clair. C'est que quelqu'un peut avoir envie d'uriner. Donc, quelqu'un qui commence à avoir envie d'uriner, il peut réfléchir et dire « Ah, je vais-tu aller aux toilettes uriner tout de suite? J'attends-tu dans 5 minutes, dans 10 minutes, dans 20 minutes? » Il y a une marge de manœuvre. Quelqu'un est sous tension de par sa vessie, qui commence à lui créer des tensions, il a envie d'uriner, mais la tension, elle commence à être là, mais il y a un jeu qui permet la réflexion. Puis à un moment donné, ben, le temps passe, ça fait 20 minutes, ça fait 1 heure que la personne a envie d'uriner, ben, la tension devient plus grande. Et à un moment donné, quand ça fait 2 heures ou 3 heures que la personne a envie d'aller uriner aux toilettes, ben, qu'est-ce qui arrive? La tension devient tellement grande qu'il n'y a plus de place pour la réflexion, il n'y a plus de jeu. La personne qui, par exemple, est dans une voiture, ça fait 3 heures de temps qu'elle conduit et qu'elle a envie d'uriner. Lorsqu'elle sort de l'auto, elle peut se précipiter en courant pour aller à une toilette au restaurant pour uriner. Elle va pas réfléchir. J'y vais-tu pas? Qu'est-ce que je vais dire quand que je vais rentrer? L'esprit de calcul tombe par rapport à la pression de l'énergie, c'est-à-dire l'urine dans ce cas-ci. Autrement dit, lorsque la tension est trop grande, l'énergie va faire éclater les résistances de l'individu, ses mécanismes de réflexion, pour circuler. C'est la même chose pour le ras-le-bol. Quelqu'un peut être inhibé, peut être refoulé, mais à un moment donné, la personne, à force de souffrir, elle peut monter en vibration puis extérioriser une colère avec une très grande intensité. Mais pour qu'un changement s'opère au sein d'un individu ou d'une collectivité, ça prend, tant que ces instances fonctionnent sur le plan psychologique et qu'ils ne vivent pas une communication télépathique avec l'esprit qui leur permettrait de s'ajuster d'une manière instantanée, ben, il faut qu'ils souffrent suffisamment sur le plan psychologique pour amener le changement. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, de donner des conseils aux gens, « Ah ben, tu devrais-tu faire ci, tu devrais-tu faire ça », surtout si la personne ne demande pas de conseils, c'est souvent une perte de temps, c'est une perte d'énergie, puis souvent, ben, les gens ne les écoutent pas, les conseils. Même si une personne extérieure peut voir clairement qu'une autre personne souffre d'une condition, ou que cette condition-là va à l'encontre de son développement, puis elle peut capter ça sur le plan vibratoire, tant que la personne ne souffre pas assez de sa condition, ou n'est pas ouverte à la question de la perception vibratoire, ça ne sert à rien de lui parler de ça. Même chose pour une collectivité. Donc, c'est ce que je voulais mentionner, en fait. C'est que, en réalité, c'est comme je discutais avec une personne, c'est que on peut refléter, par exemple, des contradictions au sein d'un individu. Tu sais, si un individu est très stressé, puis il y a la respiration qui est lourde, il y a une certaine lourdeur dans son don verbal, la personne semble fatiguée, on peut lui refléter sa situation. Et là, dans le fond, on peut poser la question à la personne,
pour la confronter à elle-même, elle a à se positionner par rapport à son non-verbal, puis qu'est-ce qu'elle affiche. Tu sais, on peut dire, il me semble que tu as l'air stressé. La personne peut dire, ah non, tout va bien, parce qu'elle ne voudra pas nécessairement voir son non-verbal. Parce que des fois, les gens vivent de la souffrance à un certain niveau, mais ils ne veulent pas être en contact avec ça pour la garder à distance le plus longtemps possible. C'est un mécanisme de défense, donc de vouloir faire du déni de la souffrance. Mais si la personne est perspicace, puis elle revient à charge, elle dit « Ouais, mais semble que tu as l'air pas mal essoufflé, puis elle revient à charge, puis tu as l'air sous tension. » L'autre personne qui disait « Ah ben non, tout va bien », ben elle a dit « Ah ben finalement, ouais, je me sens pas bien. » Elle peut s'ouvrir un peu. Puis c'est sûr que si la personne s'ouvre un peu, puis on dit à la personne « Ben là, dans le fond, je t'avais déjà dit, t'as l'air que tu vas pas bien parce que là, tu vis de la souffrance par rapport à tel aspect de ta vie, puis tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. » Si la personne tombe en mode solution qu'elle veut proposer à l'autre trop rapidement, ça marchera pas. La personne peut y refléter à l'autre, « Ouais, t'as l'air fatigué. » La personne peut dire « Non. » Ensuite, elle va dire « Ouais, peut-être. » Puis là, finalement, on parle un peu avec, puis finalement, oui. Puis là, si la personne dit qu'elle souffre, ben là, on peut lui poser la question, qu'est-ce que tu vas faire pour la retourner à elle-même? Parce que si la personne a à se positionner par rapport à un événement, une situation, bien, à quelque part, elle fait un exercice de conscience. Elle est obligée d'évaluer les choses par rapport à elle-même. Et c'est là qu'elle est obligée d'être en contact avec elle-même puis transparente. Si elle fait l'exercice honnêtement. Là, on peut amener la personne à dire « Ouais, tu me dis que tu souffres, mais là, qu'est-ce que tu vas faire? » Ou tu vas-tu agir? Puis il y a des gens qui disent « Ah, je souffre, mais non, j'agirai pas, c'est pas le temps, je vais attendre plus tard. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire indirectement que la personne ne souffre pas assez pour amener un changement dans sa vie. Elle n'a pas encore saturé. Un peu comme la personne qui a envie d'uriner. Ça fait 2 minutes que tu as envie d'uriner. Tu peux t'ordonner pendant encore un bout de temps. Mais si ça fait 3 heures, puis tu as l'impression que la vessie va éclater, ben là, la personne, il n'y a même plus besoin de discussion puis d'exploration de la souffrance. La personne se met en action automatiquement. C'est une forme d'instinct de survie qui entre en fonction, comme chez le cas de la personne qui se met à courir en sortant d'une voiture pour aller aux toilettes uriner, ou même chose pour déféquer. Donc, c'est ça le principe de la circulation de l'énergie. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que toute énergie qui est bloquée cherche à circuler. Donc, si, par exemple, un individu est très bloqué par une situation professionnelle, une situation amoureuse, une situation financière, ben, puis ça crée des tensions, ben, à un moment donné, ça se peut que la force vive en lui cherche à s'activer. Même chose pour un individu qui est bloqué par une société. Donc, autrement dit, plus qu'un individu est limité par une société qui impose des règles de plus en plus rigides, qui s'accumulent avec le temps, avec une forme de gradualisme. Donc, on impose telle mesure. Et qu'est-ce qui arrive? Plus l'individu se fait limiter par des règles, et plus que ça peut l'amener à quelque part à connaître une tension créative qui va l'amener à se redéfinir par rapport à la société, dans son rapport à la société, chose que la personne n'aurait pas fait avant. Autrement dit, la souffrance que quelqu'un peut vivre en relation avec, par exemple, des croyances qu'il avait à l'égard de certains éléments, peut l'amener à abandonner certaines croyances. Donc, et amener un changement à ce niveau-là. En fait, la souffrance amène dans plusieurs cas à des gens de se libérer d'une certaine naïveté qu'ils pouvaient avoir. Jusqu'à présent. Ouais. Mais le point, et c'est sûr que c'est l'essentiel du discours que je veux tenir aujourd'hui, c'est que c'est l'individu individuellement qui peut changer sa vie. C'est pas la société qui va changer l'individu, c'est pas d'autres individus.
la seule chose que peut faire un autre individu par rapport à une personne, c'est à un certain niveau, c'est de lui refléter une certaine condition. Ça peut être le reflet d'éléments non-verbaux. Donc, on voit la personne qui, dans le fond, a l'air fatiguée dans le visage, a de la difficulté à garder les yeux ouverts. Bon, on peut lui refléter qu'elle a l'air fatiguée. Ensuite, si la personne est très agressive verbalement, bon, on peut lui refléter qu'elle vit une forme de colère. Et ainsi de suite, on peut refléter l'aspect physique, l'aspect émotionnel, des perceptions. Puis là, la personne a composé avec ça. Puis si la personne s'assume, ben, elle prend en considération, avec une certaine objectivité mentale, les perceptions qui sont là. Tu sais, une certaine transparence, ben, si elle est fatiguée, ben, elle reconnaît, puis elle assume que, ouais, en effet, je suis fatigué. Donc, elle est obligée de faire certains constats. Sinon, la personne peut être en déni, non, je suis pas fatigué, tout va bien. Donc, c'est sûr que la personne peut refléter une condition à une autre, puis ça se peut qu'il y ait une erreur, mais ça se peut qu'elle soit réelle, l'élément qui est amené, parce qu'elle a un recul par rapport à l'autre personne. Et c'est la personne qui reçoit l'information qui a fait preuve de discernement pour voir si le propos est réel ou non. Quelqu'un peut se faire dire, ben, tu as l'air fatigué, alors qu'en réalité, c'est pas nécessairement le cas. La personne n'est pas fatiguée du tout, mais dans certains cas, c'est réel. Puis la personne qui est en écoute, en contact avec sa sensibilité, son intériorité, puis il va voir par en dedans, ben, si ça lui dit intérieurement qu'il est fatigué, ben, c'est parce qu'il est fatigué. Puis s'il est objectif dans le mental, s'il est transparent, il est obligé de composer là, avec ça. Puis prendre ça en considération pour amener des modifications comportementales en relation avec ça. Donc, c'est le point. En fait, ce que je réalise, c'est que le véhicule de la conscience, puis ça, j'invente pas ça, ça fait plusieurs années là, que j'écoute des enregistrements de Bernard de Montréal qui répète tout le temps, la conscience, c'est individuel, c'est pas collectif. La conscience, c'est individuel, c'est pas collectif. Fait que finalement, à force d'écouter des enregistrements, donc Bernard de Montréal, qui est un conférencier québécois là, qui a amené une instruction supramentale en faisant des conférences pendant plus de 20 ans au Québec, il a amené cet élément-là que j'ai entendu parler il y a plusieurs années, puis avec le temps, ben, je l'intègre de plus en plus. Je regarde ce qui se passe dans la collectivité, dans les gens de mon environnement. Puis, je réalise que le changement, c'est fondamentalement individuel et que une personne, en réalité, peut pas en éveiller une autre dans le sens d'amener l'autre à connaître le processus de la fusion, puis un changement à un second niveau. C'est-à-dire que oui, une personne peut amener une information à une autre personne, ça c'est clair. Mais il y a un volet que la personne ne peut pas faire pour l'autre, dans le sens que l'intégration puis l'intériorisation avec le contact avec l'esprit, quelqu'un peut vivre ça pour soi, mais il peut pas, dans le fond, s'intérioriser à la place de l'autre. Là. À un moment donné, l'autre, il faut qu'il l'écoute, son esprit, dans le sens être disponible à lui. Pas nécessairement dans le sens d'y croire, mais dans le sens de prendre en considération qu'est-ce que ça dit intérieurement, puis d'arrêter de se désobéir. Et c'est ça qui amène un changement réel dans une vie d'une personne. C'est quand que la personne arrête de se désobéir. Tant que la personne se ment, se désobéit, sous influence astrale, est orgueilleuse, ben, elle va continuer de souffrir de certaines conditions. C'est sûr que des gens vont écouter l'enregistrement et vont me dire, ben regarde, j'écoute mon esprit, mais je souffre quand même de certaines conditions dans ma vie. C'est possible que la personne continue de souffrir de certaines conditions. Par contre, la souffrance est vécue à un autre niveau parce que le contact avec l'esprit permet une compréhension de la nature, des conditions auxquelles elle est confrontée. Donc, ça donne accès à un savoir. Donc, autrement dit, au lieu de souffrir inconsciemment de certaines choses sans comprendre de pourquoi que la souffrance est vécue, ben on peut comprendre justement la nature de la souffrance, la fonction que ça a dans notre vie ou dans la vie de d'autres personnes. Que ces gens-là soient exposés à la souffrance qu'on peut vivre à un certain niveau. Et là, ça devient plus intéressant. Parce que là, à ce moment-là, on a accès à l'intelligence derrière l'événement. Donc, on ne fait pas juste subir l'événement comme un pantin, comme une marionnette
mais ça nous permet d'avoir une compréhension à un autre niveau de qu'est-ce qui se passe. Quelle est la fonction d'un événement qui, à première vue, peut sembler catastrophique pour une collectivité, mais vu à un autre niveau, même chose pour un événement individuel qui nous apparaît comme un non-sens, ben ça devient intéressant, puis on peut faire des lectures par rapport à ça. Et avec le temps, ce que j'ai appris aussi au fil des ans, en plus de refléter certains éléments à des personnes de mon environnement, plutôt que de leur dire quoi faire, puis de faire ingérence dans leur vie. Donc, ce que j'ai appris aussi, c'est de poser des questions plutôt que d'être dans l'affirmation par rapport à une condition d'un autre individu. Dans le sens qu'on peut dire à quelqu'un « tu as l'air fatigué », donc on impose une perception « tu es fatigué ». Ou ça peut être, quelqu'un peut essayer de refléter une réalité comme ça, « t'es fatigué ». Mais en faisant ça, il y a quand même un volet imposé, tandis que si on pose la question « est-ce que ça serait possible que tu es fatigué présentement ou très fatigué présentement », bien là, ça amène la personne à se positionner par rapport à quelque chose, à être actif. Parce que poser une question peut servir à mettre un mental en vibration. Et dans le fond, à travers la question qu'on peut poser, on peut canaliser la contrepartie cosmique d'un individu, donc l'esprit, et être à ce moment-là la courroie vocale de la partie interne de l'individu qu'il ne veut pas nécessairement tout le temps entendre ou écouter. Donc, on peut poser une question qui est très vibratoire et la vibration de la question peut mettre en vibration le mental de l'individu concerné. Et à ce moment-là, l'individu, s'il s'ouvre à sa voix intérieure, il va être obligé de répondre avec l'esprit. Et c'est sûr que ça serait beaucoup plus simple que si l'individu écoute lui-même son intériorité pour pas que l'esprit ait besoin de passer par l'intériorité d'une personne interposée pour lui poser une question qui va l'amener plus loin dans sa compréhension de ce qu'il vit. Mais tant que l'individu vit du déni, ben à ce moment-là, il a besoin de gens de l'environnement significatifs pour lui qui vont, à travers des questions, à travers des reflets, l'amener à faire des prises de conscience. Mais ça, c'est temporaire. Autrement dit, une question est posée par l'esprit qui cherche à amener un individu dans une dynamique qui va l'amener à modifier certains éléments, à s'ajuster à sa vibration, de sorte que, à quelque part, l'individu qui répond à la question, il prend position. Puis prendre position, c'est là que l'individu affirme, il peut descendre une vibration en agissant ici. Et si l'individu se connecte à le même esprit qui est à l'origine de la question, par un individu interposé ou par l'intériorité, parce que ça peut nous poser des questions intérieurement, ben c'est là que le changement à un second niveau peut s'opérer, c'est-à-dire sur le plan vibratoire, parce qu'un changement au premier niveau, c'est un changement psychologique, conformité d'apparence. Donc, le gouvernement dit de faire quelque chose, puis là, les gens, en apparence, dans certains cas, s'ils ne sont pas partie prenante du changement, vont le faire, mais d'une manière superficielle. Mais le minute que le gouvernement retire cette règle-là, ben ça se peut que les gens arrêtent de manifester un comportement donné, parce qu'en réalité, dans le fin fond d'eux-mêmes, ils n'y adhèrent pas. Tandis que là, si la question vient de l'esprit, puis l'individu canalise l'esprit en lui pour répondre à la question, ben l'ajustement vibratoire se fait. C'est sûr que ce serait plus simple que si l'individu est attentif à l'esprit puis il n'a pas besoin de questions-réponses. Il y a l'information automatique puis il s'ajuste. Puis comme il y a pas de rattrapage à faire parce que tu sais quelqu'un ça peut faire des années qui a apporté certains changements dans sa vie, il les fait pas, ben à un moment donné, il faut que ça s'ajuste par rapport à tel aspect, tel aspect, tel aspect. Il est en travail intensif, puis à un moment donné, avec le temps, ben ça se calme un peu. Puis avec le temps, ça se calme de plus en plus, puis à un moment donné, il peut avoir le mental vide. Puis le seul élément à un moment donné qui émerge, ben c'est OK, tu as telle chose à faire, tu le fais. That's it, that's all, comme on dit en bon québécois. Donc une fois que c'est fait, on passe à autre chose, tout simplement. Puis là, la personne a le mental vide ou elle s'occupe de trucs créatifs en lien avec l'esprit. Mais il n'y a plus de réflexion. En fait, l'individu crée le délai par rapport à qu'est-ce qu'il y a à faire au niveau vibratoire, tant que la possibilité de faire preuve de procrastination,
l'individu n'est pas à l'écoute de l'esprit, il fait du déni de lui-même, et ainsi de suite. En fait, la plus grande résistance au changement d'un individu, c'est lui-même, tant aussi longtemps qu'il sera sous influence astrale ou qu'il ne voudra pas être transparent ou être honnête envers lui-même. Donc, quelqu'un peut chercher à travers la discussion à poser des questions à une personne pour, à quelque part, favoriser l'émergence de prise de conscience. J'étais sur le point de le dire, de l'amener de la conscience ou à faire des prises de conscience. Mais dans l'affaire de l'amener, il y a une volonté d'influence. Donc, il peut y avoir un peu de l'imposition aussi. Tout ça, c'est délicat, hein? Quand on discute avec quelqu'un, c'est sûr qu'au niveau du respect intégral de l'individu, il ne faut jamais lui imposer des choses. C'est plutôt d'accompagner la personne dans la parole pour pas être dominant, parce que chaque individu qui domine d'autres personnes, il peut avoir un contre-coup karmique qui se rattache à ça. Et quelque part, de vouloir dominer, c'est un manque de respect. Ça présente une énergie qui est plus bas, parce que l'histoire de la domination est en relation avec l'imposition de forme. C'est à travers la forme que la personne domine, cherche à imposer quelque chose à l'autre. Donc, telle pensée est meilleure que l'autre. Donc, on adhère plus à une pensée qu'à une autre. Donc, d'un point de vue moralisateur, on va dire tel élément, c'est la vérité, le reste, c'est pas la vérité, puis on essaie d'imposer ce qu'on croit être la vérité. Tandis que la personne qui a une conscience vibratoire, ben, pour elle, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de mensonge. Les formes sont des éléments interchangeables qui ont une utilité ponctuelle, dans le sens que de dire qu'il va y avoir de l'appui demain, ça pouvait être une très grande vérité hier, mais de dire, je vais le prendre d'une manière plus simple, là, on va lâcher les prédictions, de dire qu'il pleut maintenant, s'il y a de la pluie dehors, c'est une grande vérité, mais de dire qu'il pleut maintenant alors qu'il fait soleil, c'est un mensonge, c'est pas la vérité. Donc la question de la vérité ou du mensonge, ça fluctue dans le temps, c'est des formes transitoires, puis toutes les formes sont appelées à être changées, à être mutées avec le temps. C'est la raison pour laquelle on peut construire puis déconstruire des discours sur le plan de la forme, mais l'essentiel, c'est toujours la vibration qui est derrière l'intentionnalité, ce qui fait que les techniques de communication peuvent avoir certaines utilités, comme la technique de la question qui favorise l'intériorisation au sein de l'interlocuteur auquel on pose la question peut avoir une certaine utilité. Mais ça dépend des gens. Il y a des gens qui ne sont pas ouverts à répondre à des questions, donc ça ne sert à rien de leur en poser. On voit ça entre autres dans le domaine de la politique en période, par exemple, de débat électoral où des adversaires politiques à tour de rôle vont se poser mutuellement des questions, mais il y a un dialogue de sourds qui s'installe parce qu'au lieu de répondre à la question de l'adversaire, la personne cherche plutôt à mettre l'adversaire en boîte, à le contester ou même à lui poser des questions. Donc, quelqu'un pose une question qui répond pas, l'autre personne réplique en lui posant une question qui cherche à mettre la personne qui, dans un premier temps, a posé une question en boîte. Donc, il n'y a pas vraiment de volonté réelle de dialogue là-dedans. Là. C'est vraiment des gens qui cherchent à se mettre en valeur en tant qu'égaux au lieu d'étudier la réalité avec objectivité. Là. Et tant qu'il y aura de l'ego au sein d'individus, c'est-à-dire le désir d'avoir raison, de croire que la vérité existe, puis une volonté d'imposer des formes, tant aussi longtemps que ces gens-là auront à payer le prix de leur conduite limitative, car ils s'exposent à des oppositions, à des tensions. Donc, c'est un petit peu comme certains politiciens qui vont chercher à imposer à la population d'adopter certains comportements. Dans certains cas, ces politiciens vivent du stress. Ils peuvent vivre de l'intimidation sur le web. Donc, il était même question là, de politiciens qui ont eu des menaces de mort. Où il y en a qui vieillissent d'une manière prématurée. On voit un politicien qui se ramasse avec les cheveux blancs après à peine une année là, en poste au gouvernement, devant les médias. Donc, à quelque part, les tensions liées à un discours polarisé vont user les individus qui vont le manifester. Parce que de vouloir imposer quelque chose comme des formes,
ça va à l'encontre de la fluidité de l'énergie de l'esprit. Et les gens en paient le prix. De se soumettre à des formes ou d'imposer des formes, c'est des comportements qui occasionnent une forme de rigidité. Et ça va à l'encontre de l'essence de la vie, qui est le changement, le mouvement, le dynamisme. Donc, c'est l'élément que je voulais mentionner. Et c'est souvent à travers la saturation, quelqu'un peut, par exemple, faire plusieurs thérapies pour arrêter de prendre la drogue. Il peut en faire 15 ou 16 parce que il y a des gens de la famille qui ont dit « Ah ben là, il faut que tu arrêtes de consommer de la drogue. Il y a des amis, des collègues de travail, mais tant que ça ne vient pas de l'individu, le changement et l'efficacité de la thérapie, ça n'aura pas lieu, là. Donc, il faut que la personne soit totalement partie prenante d'un changement pour qu'il puisse s'opérer et se maintenir dans le temps. Parce que les changements qui peuvent s'opérer, quelqu'un va faire plaisir à un autre, puis il va faire un régime pour maigrir. Mais 3 mois après, il va reprendre la même alimentation qu'il avait au préalable. Pourquoi? Parce que le changement ne venait pas de la personne concernée. Donc, si quelqu'un veut maigrir pour faire plaisir à son conjoint ou sa conjointe, qui lui met de la pression pour qu'elle maigrisse, alors que la personne, c'est pas vraiment ça qu'elle veut, c'est comme un coup d'épée dans l'eau. La personne n'est pas partie prenante, donc c'est peu probable que le changement soit durable. Pour qu'il y ait un changement qui s'opère à un second niveau plutôt qu'en superficie, bien, il faut que la personne ait passé un second niveau, qu'elle ait un cap énergétique qu'elle ait franchi. Et le cap énergétique, comme je le mentionnais tantôt, c'est lorsque la personne fonctionne au préalable d'une manière purement psychologique, c'est à travers la souffrance. Donc, quelqu'un peut regarder une société ou un individu qui est confronté à une condition qui l'opprime et la personne peut faire une lecture, ouais, là, la personne ou la société commence à souffrir, mais là, le point de rupture n'est pas encore atteint pour qu'il y ait un changement, un second niveau qui opère. Donc, peut-être dans 6 mois, dans 1 an. La personne peut faire une lecture très critique. C'est comme un effet de balancier énergétique. Et c'est sûr que, dans le fond, quand on fait une lecture aussi, le but, c'est pas de faire de la prédiction parce que les choses changent. On peut, dans le moment présent, anticiper certaines choses. Puis finalement, dans 6 mois, ben, il y a d'autres variables qui dans le système qui est la vie, qui font en sorte que finalement, ça se passe pas nécessairement comme on l'avait évalué. Tout est appelé à changer. Donc, on peut avoir la vibration que, bon, la personne aura peut-être saturé dans 6 mois, mais en réalité, le 6 mois s'écoule, puis finalement, c'était pas ça. On peut se tromper aussi, c'est sûr. Et c'est la raison, d'ailleurs, fondamentale pourquoi il faut s'occuper de soi d'abord avec générosité envers soi-même et laisser les autres en faire autant. Et c'est sûr qu'avec le temps, tout ça pour vous dire que l'idée d'aider psychologiquement les autres, spirituellement, en voulant leur dire quoi faire, donner des conseils, ainsi de suite, tôt ou tard, les limites par rapport à ça sont atteintes. Et à ce moment-là, il faut vivre un second niveau et réaliser que les gens ont passé à travers des expériences et que même si nous autres, on évalue des expériences qui sont douloureuses, ben, ça peut être des expériences qui sont néanmoins nécessaires pour une personne de connaître en vue de vivre un changement permanent dans la psyché. Une réorganisation psychique qui est en relation avec un choc énergétique qui va amener une transformation durable. Et c'est de ce que j'ai observé dans la vie, c'est souvent que des gens, lorsqu'ils atteignent des états très grands de souffrance, que c'est là que des états très grands de changement durable, même insoupçonnés au préalable, peuvent s'opérer. On peut même sous-estimer des gens. On peut voir une personne, on va dire « Ah ben, cette personne-là, oublie ça, la conscience, ça ne l'intéressera jamais. Elle s'intéresse juste à s'acheter une auto de sport, puis elle parle tout le temps d'auto, puis ça s'intéressera jamais à ça. » Mais finalement, la personne peut vivre un choc, puis on peut être surpris, puis c'est elle qui nous dit qu'elle a découvert des enregistrements de sa conscience sur Internet,
Puis là, on peut faire semblant qu'on connaît pas ça, puis dire « Ah ouais, tu as découvert ça? » Puis il parle du double, puis de l'esprit, puis « Ah ouais! » On peut faire son niaiseux naturellement, alors que ça fait plusieurs années qu'on écoute ces enregistrements-là, tout dépendant de ce qu'on a à faire avec la personne, puis le rôle qu'on a à jouer dans sa vie, tu sais. Donc, tout ça pour dire que le changement, puis avec le temps, je l'approfondis, la compréhension de ce principe-là, c'est individuel. Et c'est le fondement, là, en fait, de la société qui sera éventuellement altérée, là, d'une manière permanente avec le temps, là. C'est chaque unité de la société, donc chaque individu qui le compose, qui vit des changements de nature irréversible, qui va faire en sorte que une société donnée peut connaître une transformation irréversible. Si on le prend sur le plan collectif, ça me fait penser d'ailleurs à ce qui s'était passé avec la Russie communiste, donc avec l'URSS, lorsque, dans le fond, Lénine, Staline étaient au pouvoir et avait tassé là, la religion là, orthodoxe là, qui était pratiquée en Russie. Donc avant qu'il y ait l'imposition du communisme et de l'athéisme qui s'y rapporte, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que l'un des énoncés fondamentaux du communisme, c'est de dire que la religion, c'est l'opium du peuple, là, comme le mentionnait Karl Marx. Donc, la religion a été tassée. Donc, il y avait des gens qui pratiquaient la religion orthodoxe en Russie. Vient le moment de l'imposition du communisme. Et là, à ce moment-là, les gens ne peuvent plus pratiquer officiellement la religion. Qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y a eu des réunions clandestines où des gens ont continué à pratiquer la religion parce que ce changement-là est imposé par la société. Le jour que le communisme a tombé en Russie, il y a eu des gens qui se sont mis à pratiquer de nouveau la religion orthodoxe ouvertement. Fait que qu'est-ce qui s'est passé en réalité, c'est que les gens qui pratiquaient la religion orthodoxe n'étaient pas prêts à délaisser la religion. Ils n'étaient pas en venus là à un stade individuel, ce qui fait en sorte qu'on leur a imposé d'arrêter leur pratique religieuse d'une manière ouverte. Qu'est-ce qu'ils ont fait sous la pression? Ben, dans certains cas, ils ont adopté la conformité d'apparence. Donc, en apparence, ils ont délaissé la religion en relation avec une pression d'un régime politique. Mais la minute que le régime s'est écroulé, ils ont revenu où ce qu'ils étaient, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à pratiquer la religion. Donc, l'idée de vouloir changer les individus en imposant des choses d'une manière durable, si ça ne vient pas de l'individu, ça n'amènera pas de changement durable. Et ça, c'en est l'une des belles illustrations. Donc, voici ce qui va compléter maintenant cet enregistrement. Merci de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.